Bonjour à toutes et à tous, enfin c'est moins de tous que de donc je suis Véronique Bouchard, vous me connaissez, je suis professeure de stratégie et je suis en année sabbatique, ce qui me permet de me pencher sur l'innovation pédagogique et en particulier le passage au blended learning. Donc j'ai une approche assez systématique, donc j'ai tenu à faire un benchmark, recueillir une information aussi large que possible, des sources indirectes, mais beaucoup de sources indirectes. Moi personnellement je crois beaucoup à l'interview, à la rencontre avec des experts, des gens qui ont un peu plus de connaissances que moi, des profs qui sont déjà impliqués, et on va discuter avec ces personnes, 1 heure, 2 heures, et voir ce qui en ressort. Donc un travail de consultant plus qu'un travail académique. Donc ça m'a permis de travailler sur différentes facettes, essentiellement ce qu'on peut attendre du blended learning, les outcomes. Je vais en dire un mot très très bref. Les architectures, l'impact sur les coûts, l'impact sur la productivité, plein de facettes, mais bon, l'ensemble de ce benchmark, c'est plus d'une centaine de pages, donc je pense qu'on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, je me focalise sur la question des architectures de cours. Alors j'aurais pu inclure aussi les architectures de programmes, puisqu'il y a aussi des programmes blended, mais ça nous aurait fait trop. Donc je vais me contenter de parler des architectures de cours blended. Donc ça, c'est une liste des répondants, des personnes que j'ai interviewées pour constituer ce benchmark. C'est essentiellement, c'est plutôt vous montrer le panel en fait très diversifié. Donc ça, c'est des gens que j'ai interviewés qui sont plutôt des profils académiques ou des profils qu'on appelle instructional designers. Ça, c'est des sources secondaires. Donc, je suis tombée sur des présentations des cours blended. Ici, c'est au cours d'événements comme la conférence Educa à Berlin. C'est des gens avec qui j'ai pu discuter. J'ai été beaucoup aidée, d'ailleurs, dans ce processus par D2L. Donc, ils m'ont aidé à contacter des gens qui avaient une expertise en blended learning. Et puis j'ai également participé à la première réunion du chapitre Innovation pédagogique de la conférence des grandes écoles à Paris en décembre. Et j'ai vu, là, j'ai vraiment pu toucher du doigt le fait que le blended learning est vraiment quelque chose qui préoccupe toutes les écoles. Enfin, il n'y a pas une école qui ne pense pas au blended learning, qui ne fait pas des expériences dans ce secteur-là. Donc on ne sera pas si innovant que ça, à mon avis. Alors, donc je vous dis, il y a vraiment un ferment autour du blended learning, même si ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a vraiment un intérêt particulier. Et essentiellement, l'idée, c'est de combiner donc, le face-à-face et l'enseignement en ligne pour préserver deux qualités essentielles. La flexibilité de l'enseignement en ligne. Donc la flexibilité, ça veut dire quand je veux, où je veux, comme je veux, et l'immédiateté, donc cette chose qu'on ne peut pas remplacer, qui est le contact direct, où on voit la personne, où on l'entend, où on peut poser les questions qu'on veut, où il y a plus qu'un contenu, plus qu'une image, il y a une personne qui est là. Donc l'idée, c'est d'avoir... donc c'est quelque chose qui... Ce succès du blended, en fait, il a deux sources. Il y a des sources, il y a toute une partie de gens qui font du online, qui ajoutent de plus en plus du face-à-face, et les traditionnels qui ajoutent du online. Donc en fait, c'est un double mouvement qui fait que le blended est vraiment très, très à la mode en ce moment. Et voilà, donc deux mouvements. Voilà, alors, sachons que le blended n'a pas été inventé l'an dernier et que à Lyon même, il y a plein de profs qui font du blended learning, qui combinent différentes méthodologies, différentes modalités d'apprentissage. On va le voir. Alors, pour citer quelques-uns, il y a Rémi Paillard qui en a fait depuis, ça fait 10 ans qu'il a des formations
qui sont blended au sens strict du terme. L'équipe finance qui utilise maintenant beaucoup Pearson, et donc où les étudiants travaillent beaucoup en ligne. Alice Rioux, Robert Revin, mais plein d'autres, des jeunes profs qui viennent d'arriver. Donc il y a Monica qui en fait, il y a Clément qui est très au fait qui a créé son cours Blended tout seul cet été. Je vous ai expliqué comment il avait fait ça, c'était assez drôle. Donc voilà, on n'est pas... en fait, il y a déjà un savoir-faire, il y a déjà des expériences qui ont lieu. Ce qu'il n'y a pas, c'est une capitalisation sur ces connaissances et un partage de ces connaissances. Alors, un message important quand même, c'est de dire que la plupart des gens, quand ils parlent de Blended, ils conçoivent ça comme un mélange de face-à-face et de online. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, puisque ça inclut d'autres modalités d'apprentissage. Donc, ce qu'on appelle le active learning, donc chose que tout bon prof pratique, hein, puisque l'idée c'est de mettre les étudiants en position de prendre des initiatives, donc d'être acteurs de leur apprentissage, donc d'être, au lieu d'être passif à écouter, d'aller chercher de l'information, de travailler sur des cas, donc tout ce qui est exercice, travail de groupe, tout ça c'est du active learning. Il y a ce qu'on appelle le experiential learning, donc qui est vraiment l'apprentissage dans la vraie vie, en situation. Donc c'est quand on envoie nos étudiants en stage, quand on leur fait faire, par exemple dans le cadre du International MBA, le ELP, où ils travaillent véritablement comme consultants, donc ça c'est du experiential learning. Ensuite on a ce qu'on appelle collaborative learning, donc vraiment tirer profit de la variété des expériences, des points de vue, en utilisant des outils technologiques ou pas. Hein, donc c'est vraiment l'idée que le groupe est plus fort que l'individu. Et puis il y a aussi toute la notion de customized learning, parce que ça c'est vraiment une des promesses du blended learning, c'est de dire différents profils pourront apprendre de façon différente, certains en lisant, d'autres en regardant des vidéos, d'autres en... etc. puisqu'il y a plusieurs formes d'intelligence, comme vous savez. Donc les personnes auront un répertoire suffisamment vaste d'outils, de contenus, d'activités pour vraiment trouver ce qui leur convient. Voilà. Alors ça c'est la notion, donc là le message clé c'est que blended learning ce n'est pas online plus face-to-face, mais c'est aussi toutes ces autres modalités. Okay, donc c'est réducteur de voir uniquement online et face-to-face. Alors très rapidement, les quelques outcomes, moi ce que j'ai pu saisir comme résultat. Alors, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui sont concernées par un passage au blended learning et qui ont chacun des objectifs et des intérêts différents. Donc en termes de learning effectiveness, donc ce qui tient à cœur normalement au fond un peu toutes les parties prenantes, ça c'est peut-être l'objectif qui tient à cœur aux étudiants, aux professeurs, à l'institution. Donc est-ce qu'on apprend mieux? Moi je n'ai pas trouvé véritablement d'études, ou je n'ai peut-être pas cherché suffisamment bien, mais je dirais que tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai recueilli comme feedback, c'est qu'on apprend aussi bien en blended que quand on n'apprend pas moins bien en tout cas. Hein. Donc il n'y a pas une détérioration. Donc j'ai vu une étude de quelqu'un qui donnait le même cours, qui a transformé un cours traditionnel en blended et qui a regardé l'évolution des notes et qui a constaté qu'il n'y avait aucune perte en ligne. Disons, on apprend aussi bien. En termes de satisfaction étudiante, alors ce qu'on constate, ce qui revient à plusieurs reprises, c'est que il y a une majorité, un 2/3 qui est très satisfait. Mais il reste un groupe de entre 25 30%, un tiers, on va dire 33%, qui est peut-être moins satisfait. Donc dans l'ensemble, probablement que la moyenne, c'est qu'il y a plus de satisfaction, mais il reste un groupe, alors ce pourcentage-là, il n'est pas scientifiquement établi, moi c'est un peu ce qui est revenu dans les discussions, c'est qu'il y a une minorité significative qui aime moins
à l'apprentissage blended, enfin qui n'aiment pas apprendre en ligne. En fait. Donc ça serait quand même intéressant de penser à tester peut-être à travers des questionnaires. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose dans la littérature qui nous indique que quand une personne a telle forme d'intelligence ou a tel parcours, elle est moins à l'aise dans le online. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas du tout à l'aise dans le online? Je ne sais pas. Ça reste à déterminer, mais on retrouve un groupe normalement de personnes qui n'est pas à l'aise dans le online. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes. Parce que c'est clair que quelqu'un qui travaille par ailleurs, il a une motivation telle, il a des contraintes telles que le online lui convient très bien. Mais quelqu'un qui est ici, qui est un jeune, qui fait sa scolarité ici, il se peut qu'il y ait un groupe qui dise moi j'aimais mieux quand il y avait 3 heures de faire ça. Alors, les conditions pour que ça se passe bien, c'est un accès aisé ou facile au contenu. Donc ça, c'est la qualité de l'interface, du Brightspace en l'occurrence. C'est des feedbacks fréquents, donc on ne peut pas les laisser, les abandonner sur la plateforme. Il faut donc montrer qu'on est là. Alors, le problème se pose moins dans les formats de type Flip Classroom qu'on va voir, où il y a une alternance. En fait, on se voit toutes les semaines. Donc là, il n'y a pas besoin non plus de dire on est là, puisqu'on se voit toutes les semaines. Mais tous les autres formats où il peut passer un mois sans qu'il y ait du face-à-face, là, il y a vraiment un impératif d'animer la partie en ligne. Une bonne intégration entre la partie en ligne et la partie face-to-face. Il ne faut pas que ce soit 2 univers. Donc il faut bien qu'il y ait une continuité parfaite en termes de contenu. Et puis, une quantité raisonnable de travail. Parce que le problème du format blended, c'est que c'est très souvent l'occasion pour créer un cours d'1 cours et demi. Puisqu'on dit, on rajoute. On a tout ce qu'on avait avant, et puis il y a cette vidéo vraiment super à regarder, on en profite pour un tutoriel, on rajoute 3 quiz. Bon, donc il faut bien faire en sorte que la quantité de travail soit bien. Donc ça, c'est pour les jeunes, pour les étudiants. Une partie prenante qu'on oublie régulièrement, c'est les parents. Donc ça concerne beaucoup les plus jeunes et surtout Saint-Étienne. D'accord ? Alors, les parents peuvent être inquiets du fait que leurs jeunes, que leurs enfants étudient en ligne. Parce que s'ils sont en ligne, ils ne sont pas en classe. Donc il y a la peur d'une perte de contrôle, puis c'est souvent eux qui paient pour des très jeunes. Et donc, est-ce que c'est de la qualité? Enfin, est-ce que c'est pas de l'enseignement au rabais? Donc ça, c'est fondamental. Enfin, moi, je sais que c'est venu très très tard disons dans mon benchmark, ce point, mais c'est un point très important. C'est une partie prenante qu'il ne faut pas négliger. La satisfaction des profs, elle peut être élevée. Donc moi, j'ai rencontré plein de gens qui ont l'air très contents de faire ça. Bon, peut-être que l'échantillon n'était pas non plus... il était peut-être un peu biaisé, puisque c'était tous des gens qui étaient dans cette conférence sur le online learning, donc peut-être qu'effectivement il y a un biais. Mais il y a quand même des conditions. Donc les conditions, c'est des incitations et une reconnaissance adéquate. Donc il faut reconnaître ce nouvel effort, cette nouvelle compétence. Une formation adéquate, donc c'est ce qu'on va essayer de faire à partir du 4 mai. Donc il faut vraiment aider, seconder les profs. Formation et l'appui technique au sens large. Donc c'est la prise en main de la plateforme, c'est comment mettre et puis aussi être guidé dans comment le séquençage, je ne sais pas si on dit ça, mais le découpage d'un cours blended, etc. Donc on a 2-3 personnes qui sont expertes. Donc en fait il y a Estelle qui a suivi plusieurs profs. Kevin, il est aussi compétent. Et Greg, en face de moi, caché, est aussi très compétent. Donc lui, c'est le roi du quiz. Et le passage au blended, c'est aussi l'occasion de... moi qui déteste les QCM, j'ai la haine des QCM, je m'y suis mise et en fait, c'est plutôt marrant. On pouvait être assez pervers dans le QCM. Ça peut être assez drôle. Voilà, alors ça c'est la faculté. Puis finalement, pour
accélérer un petit peu. Ben, l'institution, oui, il y a une meilleure visibilité, une meilleure réputation, parce qu'on voit les cours deviennent des produits, en fait, hein, deviennent des outils de communication, des outils de promotion. Outreach, dans la capacité d'atteindre des publics qu'on ne pouvait pas atteindre, ça c'est incontestable. Et puis, des effets d'échelle et d'expérience à moyen terme sur la partie donc, des coûts d'enseignement, mais les coûts d'entrée sont monstrueux quand même. Ça reste, enfin, on ne peut pas attendre des gains de productivité très rapides. Voilà. Donc, c'est pas avant, je dirais, la 3e année qu'on peut attendre quelques gains. Et ces gains ne sont pas non plus énormes. Moi, je pense que c'est plutôt des gains en termes d'infrastructure et de coûts administratifs, plus que des gains en termes de temps de professeur. Mais il y a quand même des possibilités. Ok, donc là, c'est des noms un peu de fantaisie, de Rich Mix, de Flip Classroom, de Enhance Online, de High Flex, etc. En fait, ça dit qu'il y a une véritable diversité des modèles. Donc, je vais vous montrer quelques modèles. Soit de M Lyon, des cours de M Lyon, soit à l'extérieur. Donc ça, c'est un cours qui a été mis au point par une jeune femme très dynamique, qui est professeure d'économie industrielle et qui s'occupe de l'ensemble. Alors elle essaie d'avoir des gains parce qu'elle forme les 300. C'est elle qui est en charge des 300, enfin toute la cohorte, dans des classes de 70-80. D'accord? Donc c'est un cours obligatoire. C'était un cours qui était en face à face et maintenant on estime le mix à 50-50 entre face à face et online. Et donc en fait, eux et Normandie est très avancée. Ils ont au moins un an d'avance, sinon 2 par rapport à nous. Puisque dès 2014, tous les étudiants de la première année ont été équipés d'un iPad, strictement à utilisation pédagogique, et accès, enfin tout le monde y est passé, il y a vraiment un mouvement de masse au niveau soit des professeurs que des étudiants, et eux, vous voyez, c'est la Smart École. Donc on a 2 ans de retard par rapport à eux, et eux, leur partenaire, c'est voilà, donc ils ont des salles, des équipements modernes, on va dire. Ils utilisent le LMS qui est très diffusé en Europe, qui est le Moodle. Et voilà, comme je vous l'ai dit, tous les étudiants à l'iPad. Alors, les résultats positifs de ce passage au blended, je vais vous montrer après comment il est fait, sont certains gains d'économie d'échelle. Donc en fait, elle peut enseigner beaucoup plus facilement à 300 personnes. Des classes plus homogènes, puisque les gens, ça c'est un effet très important du passage à un enseignement mixte, c'est que si les étudiants font vraiment ce qu'ils doivent faire en ligne, en classe, tout le monde est au même niveau. Donc c'est très intéressant pour l'interaction entre les étudiants et avec le prof aussi. Et un corps professoral plus engagé, parce que c'est quand même un boost, quoi. Donc là, il y a des gens qui sont rentrés là-dedans, qui expérimentent. Alors ça, c'est un modèle. On va faire une distinction un petit peu simpliste, mais entre l'instruction et l'approfondissement. Hein. Donc on va dire qu'il y a une phase d'instruction qui est vraiment l'acquisition des connaissances, se familiariser, découvrir des concepts, peut-être apprendre quelques notions par cœur. Et puis il y a l'approfondissement. Donc l'approfondissement, c'est se l'approprier dans le sens qu'on sait à quoi ça sert, on sait comment l'utiliser, on sait dans quel contexte, on connaît ses limites, etc. Hein. Donc ça, c'est le premier stade d'apprentissage. Et ensuite la prise en main, l'utilisation de cette connaissance. Alors, dans ce cas-là, le modèle qui est proposé, en fait, ces deux phases d'instruction et d'approfondissement, elles ont lieu et en face à face et en ligne. Donc il n'y a pas cette distinction qui est assez classique de la classe renversée, où on a l'instruction en ligne et l'approfondissement en classe. Hein, parce que la classe renversée, c'est ça.
Non, là, il y a une espèce de mix. Donc, je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc, le lien, c'est qu'ils sont toujours devant leur ordinateur, en classe et hors classe. Ils ont toujours ils sont toujours devant leur iPad. Ils sont toujours sur leur plateforme. Et en classe, ils travaillent sur leur plateforme. D'accord? Donc, ça commence ici. Donc, il y a quand même un peu une notion de classe renversée, puisque donc ils lisent, ils ont des lectures à faire, ils ont une auto-évaluation rapide, ils peuvent se tester avec des mini-quiz, des forums collaboratifs et des projets multimédia. Donc ça, c'est en ligne. Voilà. Donc, ça, c'est de l'activité en ligne. Ensuite, ils vont en classe autour du même sujet. Là, ils ont 1h15 par semaine. La moitié du temps est alloué à un cours, une leçon, en face à face. Et l'autre moitié du temps, un approfondissement avec des exercices, l'élaboration d'un glossaire, la prise de notes collaboratives du cours, la création de quiz, c'est eux-mêmes qui créent les questions de leur quiz, des discussions en classe avec des outils de vote. Donc vous voyez que la technologie, elle est partout. Et voilà. Alors ce qui fait que c'est pas une classe renversée, c'est le fait que la leçon continue à être faite en face à face. D'accord? Parce que la classe renversée, typiquement, la leçon, elle est dans la partie en ligne. En fait, vous allez voir que dans la classe renversée, on n'a que ça. On a normalement que cette partie d'approfondissement. Voilà. Alors, un autre modèle qui est un rich mix, mais là, c'est plutôt un mix dans le sens séquentiel. C'est le cours que donne, je ne sais pas s'il le donne encore, Rémi Pallia, qui s'appelle Finance pour non-financiers, qui est donné soit dans le cadre des formations sur mesure, soit dans le cadre du Executive MBA. Donc, c'est donné depuis 1999, c'est un classique, il y a des très grandes entreprises clientes de cette formation. En moyenne, les groupes sont de 15 à 20 managers en activité. Le gros, enfin, ce qui intéressait, enfin, ce qui préoccupait Rémi, parce que j'ai pu lui parler assez longuement là-dessus, c'est que la formation soit créatrice de valeur. Donc, qui est une véritable, lui, ce qu'il voulait, c'est garantir à l'entreprise une véritable appropriation. Donc, c'est comme ça qu'il a pensé à sa pédagogie. Et aussi tenir compte des contraintes des participants en termes de temps ou de style d'apprentissage différents. C'était ses objectifs. En termes de résultats très positifs, des classes plus homogènes et son objectif d'une appropriation complète des notions vues en classe, ben oui, c'est le cas. Et puis il y a un petit avantage, un petit bénéfice secondaire non attendu, c'est que comme les participants développent tous des projets en équipe ou individuellement selon les formations, ben, ces projets, qui sont souvent des business plans, deviennent des études de cas pour Rémi. Donc il avait aussi une petite source d'études de cas. Les profs aiment bien quand ça fait comme ça. Alors, comment fonctionne donc, deux modalités, la online, la face-to-face. Le point d'entrée, c'est une préparation en ligne sur Intellexis, donc un produit préconfectionné. Préparation, pourquoi? Parce que c'est des non-financiers qui doivent faire de la finance, donc ils viennent de toutes sortes d'horizons. Certains connaissent peut-être un petit peu quelque chose, d'autres pas du tout. Donc ça, c'est ce qui permet de mettre tout le monde à niveau, environ 10 heures. Prévoir 10 heures. Ensuite, on passe aux leçons et études de cas. Donc, c'est 2 journées de séminaire avec Rémi. Ensuite, 2 journées de séminaire. Je ne sais pas si elles sont attachées ou dans un deuxième temps. Donc là, c'est une simulation. Et c'est un séminaire de 2 jours. Donc là, vous voyez, on a un enseignement traditionnel, actif avec les études de cas. Là, on a une simulation. Et puis, on passe à l'expérientiel
l'enseignement expérientiel, on a un vrai projet. On s'attend à ce que l'étudiant y passe une 50aine d'heures, donc ça c'est à la fin de la formation. Et il a droit, il a un budget de 3 heures de tutorat. Chaque étudiant a un budget de 3 heures de tutorat. Et là, c'est véritablement un business plan qui sera présenté à la toute fin, après X mois, je ne me souviens plus au top management d'entreprise. D'accord? Donc ça donne vraiment le côté vie réelle. Et c'est ce qui fait qu'il y a une vraie intégration, disons que nécessité fait loi. Donc là, vous voyez qu'on passe vraiment, il y a toutes sortes de modalités d'apprentissage qui donnent, enfin Rémi est très content, je pense que les clients aussi, parce que c'est une formation qui a beaucoup de succès. Alors ça c'est la Flip Classroom, donc ça c'est une jeune femme très, très pleine de, comment dire, d'initiatives et fonceuse qui a commencé à blender, si je peux utiliser cette expression, un peu avant tout le monde. Donc ça c'est une source indirecte, c'est vraiment, elle a beaucoup publié d'articles, elle met des présentations en ligne, donc elle explique vraiment ce qu'elle fait. Donc c'est un modèle de classe renversée ou de classe inversée. Donc elle est prof d'électricité dans une école d'ingénieurs au Utah. Et elle donne plusieurs cours d'électromagnétisme, et j'ai l'impression que c'est vraiment le tout venant, la base, là, avec beaucoup d'étudiants. À l'origine, c'était un cours de 45 heures de face à face, et donc il est blendé depuis 2007. Alors son but, je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait vraiment pour le fun, entre guillemets, pour innover, parce qu'elle voulait donner plus de place à l'active learning, à l'apprentissage actif et à l'approfondissement. Et voilà, donc c'est essentiellement ça. Elle a fait ça, elle n'avait pas vraiment d'autres... elle n'avait pas vraiment un but, c'était un peu une expérimentation. Alors ce qu'elle a constaté, c'est que très bon apprentissage, c'est elle qui a fait toutes les statistiques sur est-ce que les notes étaient plus hautes, plus basses. Donc excellente qualité de la participation étudiante, puisque tout le monde est préparé et ultra préparé. La majorité des étudiants sont très satisfaits, mais il reste une frange qui n'est pas satisfaite. Énorme investissement initial, gain de productivité pour le prof à partir de la 3e année. Alors, comment alors là, c'est vraiment le classique. Hein. Donc, instruction à travers, en ligne, instruction avec des ressources multimédia. Elle fait beaucoup de lecture capture, de capture de leçons, des readings, des vidéos. Ensuite, très important, ça c'est un outil fondamental selon moi, c'est l'auto-évaluation non notée. On a un quiz non noté qui permet de s'auto-évaluer. Ça, on peut le prendre avant la vidéo qu'on doit regarder. Et si on a tout bon, ben on se dit ça va aller vite. Ou alors, on comprend qu'on connaît absolument rien au sujet et donc regarder avec beaucoup d'attention la vidéo. Ou le contraire. Donc, est-ce qu'il faut regarder la vidéo à nouveau, etc. Donc ça, c'est un outil d'apprentissage pour moi vraiment très très puissant. Donc, ça, les jeunes arrivent en ayant fait ça. Là, paf, elle leur donne un coup sur la tête. Il y a un véritable quiz noté en arrivant en classe. Donc là, elle évite tous les problèmes de quiz en ligne, qui sont nombreux, comme vous savez. Et puis, donc ce petit quiz en entrée de jeu, et puis après, tout le reste de la séance, c'est l'approfondissement à travers l'apprentissage actif, revue, donc on revoit les points, on discute de la leçon, on résout des problèmes en petits groupes, on fait des applications, des expériences, learning by doing, hein, c'est de l'électricité, donc j'imagine qu'ils font des montages, des machines, des choses comme ça. Et là, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a fait l'application, ça peut être une bonne idée de revoir rapidement le contenu avant de recommencer pour une autre leçon. Donc c'est un cycle comme ça. Okay. Ok, donc ça c'est un autre format très intéressant du coup qui est très générateur d'économie selon moi.
en fait, ce qui est très générateur d'économie, c'est pas le cours comme ça, blended avec self-recorded lecture, mais ça peut l'être, mais c'est plus difficile. Et ce qui est immédiatement générateur d'économie, c'est ce modèle que je vais vous montrer. Donc ici, c'est un cours à la Harvard Business School Continuing Education, donc c'est les cours du soir. Donc c'est un cours de 11 modules de 2 heures en cours du soir de Strategic Management en face-to-face à l'origine. Donc en fait, on a une classe, disons qu'il y a une centaine d'étudiants. Chacun peut décider au début s'il va faire face à face ou online. Mais à part ça, tout est exactement pareil. C'est-à-dire c'est la même classe, les mêmes exercices, le même travail, les mêmes évaluations. Donc il commence par une résidence de 2 jours. Donc ça c'est pour, j'imagine, un peu souder la classe. Ils font beaucoup de collaboratifs, donc ils écrivent ensemble des devoirs, ils font la présentation finale en mode collaboratif. Collaboratif, c'est tous ces outils qui permettent de travailler soit en temps réel ou en différé ensemble sur une plateforme qui facilite justement cette coopération. Donc ça, c'est toute la classe qui fait ça. De ce point de vue-là, les équipes peuvent être mixtes. Par contre, au moment des leçons, soit l'étudiant vient je ne sais pas où, d'accord, et puis donc il y a la leçon et il y a souvent des discussions de cas, soit c'est la même chose sauf qu'il est chez lui parce que c'est un webinaire. Donc en fait il assiste à la leçon et à la discussion de cas via un système de visioconférence. Voilà, donc ça c'est tout de suite, il y a un gain énorme, satisfait, on peut doubler le volume, ou je ne sais pas jusqu'où on peut arriver, quelle est la taille maximum qu'on peut gérer comme ça en mode synchrone, je ne sais pas, hein, mais évidemment c'est sûr qu'on peut en gérer plus comme ça qu'en face à face. Voilà, donc l'autre, quelque chose qui est un modèle, alors ça c'est un modèle où le online learning est un poids prépondérant. Et le face-à-face, c'est un peu le squelette, on va dire, qui permet à l'online learning de reposer sur quelque chose. Donc ça, c'est l'exemple que je vous donne, c'est le cours de Cathy, le cours de marketing qui fait partie de ce pilote de PGM. Donc ce cours, il continue à avoir une version traditionnelle, et puis il y a cette version blended. Et cette version blended, elle est à peu près 50-50. Donc en termes de proportion, il y a pas mal encore de face à face, mais on va voir que dans le temps, c'est très très dilué. Donc vous allez voir, ça fait un effet très différent par rapport aux classes ASC. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire? Qu'est-ce que Cathy a voulu faire? C'est aussi Chantal qui a voulu le faire. C'est expérimenter différents formats, parce que PGM se prête très 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 bien un format blended où les étudiants auraient moins besoin de venir à Lyon. Donner de la flexibilité aux participants, exploiter les contenus d'un cours qui a du succès, etc. et le transformer. Voilà, donc ça c'est le travail d'Estelle avec Cathy. Donc l'architecture, vous voyez, elle commence par du distanciel. Donc le cours, on a ouvert la plateforme le 16 février. On leur a tout de suite donné un petit travail assez facile, on va dire, plus de briser la glace, se familiariser, connaître les autres membres de la classe, etc. avec un travail à rendre en ligne. Donc tout ça, ça s'est fait en ligne. D'accord? Des vidéos, il faut qu'ils réalisent une interview, il faut qu'ils rentrent le résultat de leur travail en ligne. Et on a déjà utilisé, on est déjà sur Brightspace ici. Ensuite, on a une demi-journée de présentiel. Bienvenue et discussion des travaux. Ensuite, on a de nouveau une période assez longue, un mois, de travail individuel à distance, sur le SWOT. Et là,
ben, c'est un point important parce qu'on est à la fois en distanciel, en présentiel, dans l'OCS, parce qu'il y a une leçon synchrone, donc le type webinar. Donc là, Cathy fait une leçon de 17h à 18h30 en mode webinaire, en mode visioconférence. Donc ici, ben, on recommence le cycle. Donc là, on a de nouveau un travail à faire à distance. Une leçon synchrone à distance, du travail à faire, et puis de nouveau, on est donc en fait, vous voyez que le vrai présentiel est quand même très très limité. Hein. Alors il y a encore d'autres formats, par exemple, on pourrait imaginer que ce qui est le cas de Monica pour ce que j'ai compris, hein, donc son cours, c'est un cours sur les méthodes quantitatives de marketing, c'est ça? Et c'est un cours un petit peu comme un portfolio de méthodes. Donc il faut apprendre, je sais pas moi, 8 méthodes, 8 cours, 8 méthodes. Avec Wally, elles ont décidé de faire que 2 de ces méthodes seraient enseignées totalement en ligne. Donc sur 8 cours, disons, ou 10 cours, ben 2. Et puis peut-être que l'an prochain, elles auront un mix où ce sera 4 méthodes qui seront enseignées complètement en ligne. Donc elles ont un blending, mais différent, parce qu'elles restent sur le format 3 heures. Je ne sais pas ce qu'elles feront l'an prochain, mais là, pour l'instant, il y a 3 heures qui sautent, qui sont faites totalement en ligne, mais les autres cours continuent avec du 3 heures. Donc c'est pas vraiment du blended, c'est du blended, mais c'est pas flip classroom, dans le sens qu'il n'y a pas forcément une continuité entre la partie en ligne et la partie en face à face. Puisque en fait, elle a choisi 2 méthodes dont elle pense qu'elles s'enseignent bien en ligne. Donc pour vous dire qu'il y a pas de... Enfin, il y a beaucoup de modèles, mais bon, évidemment, il y a quand même certains modèles qui sont dominants.